Bonsoir, messieurs et dames. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver comme il est de coutume en ce jour dimanche. Vous êtes au JDS, au journal du dimanche au soir, et vous avez raison d'y rester parce qu'il sera marqué par ce jour, 18 juillet, Jean-Luc Mélenchon qui entame une visite de 4 jours au Burkina Faso. Le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle a décidé de rendre un hommage à Thomas Sankara. Il a visité ce soir même le site du mémorial qui porte le nom du père de la Révolution. Et puis, éco-développement. Nous découvrirons les fosses septiques avec des technologies innovantes, produire du compost grâce à des fosses inodores, conçues avec des matériaux spécifiques. C'est l'œuvre d'un jeune Burkinabé, Isaac Bambara, à découvrir. Et enfin, sport, l'Union nationale des supporters des étalons vient d'élire son tout nouveau président, Ousseini Touma, c'est son nom. Il nous présentera ses ambitions pour une union qui, justement, a besoin d'être plus unie. C'est donc le déroulé pour ce qui est des sujets qui vont marquer ce JDS, au journal du dimanche au soir. La première rubrique, c'est celle politique. Et pour cette rubrique, nous l'annoncions d'ailleurs en titre, le député français Jean-Luc Mélenchon, chef du parti politique La France Insoumise, parti de gauche, accompagné de deux autres députés, Bastien Lachaud et Mathilde Panot, ont visité aujourd'hui même le mémorial Thomas Sankara. Un hommage plutôt a été rendu à l'homme Thomas Sankara, une source d'inspiration pour l'insoumission politique. C'est ce qu'a défendu donc Jean-Luc Mélenchon, qui devra faire un discours mercredi prochain à l'université de Ouagadougou. Je vous propose déjà un pan de son intervention aujourd'hui concernant la partie, évidemment, sentiment anti-français. C'est maintenant. Franchement, j'ai presque envie de dire que pour moins que ça, je ressens des sentiments assez mélangés à l'égard des Nord-Américains ou d'autres voisins de mon pays. Donc je comprends parfaitement que la jeune population africaine n'ait pas la patience et la bienveillance de ses aînés. Et qu'elle trouve insupportable la manière dont certains de mes compatriotes se comportent, et je ne vois pas pourquoi je devrais, parce que je suis français, en être solidaire. Je parle de comportements individuels. Si je parle des comportements collectifs, je dois dire que, pour l'avenir, et si c'était à mon tour d'en décider, je procéderais tout à fait différemment. Les accords de défense peuvent conduire à ce que mon pays soit mis dans l'obligation de les respecter, et que ici ou là, on nous demande d'intervenir militairement. Mais les Français ont le droit de se demander si ceux qui les interpellent sont bien légitimes pour le faire. Et ensuite, une fois qu'ils s'y trouvent, qu'ils aient à se souvenir qu'ils ne sont pas chez eux, et que par conséquent, ils ont à définir premièrement ce qu'ils y font, et deuxièmement, quand est-ce qu'ils comptent s'en aller, et à quelles conditions. Je l'ai toujours dit, à propos du Mali. Et c'est pourquoi je ne crois pas manquer aux usages qui fait que l'on évite de critiquer son pays à l'étranger. J'ai remarqué que le président de mon pays, à l'étranger, critiquait ses compatriotes. Donc je peux, moi, dire que ce n'est pas une bonne décision de voter une seule fois sur l'intervention militaire au Mali et d'y rester ensuite 8 ans sans qu'on n'en discute jamais, ni qu'on sache à quel moment et dans quelles conditions l'armée française s'en retirera. Et quand je dis l'armée française, je demande si cela est possible, qu'on considère que l'armée n'est pas responsable de l'intervention militaire. L'armée sert et obéit, comme c'est le cas dans toutes les armées démocratiques du monde. Par conséquent, la situation dans les nations et face aux peuples africains est d'entière responsabilité politique des pouvoirs politiques en France. Et donc, le peuple français doit se saisir de ces questions. Jean-Luc Mélenchon que nous écoutions, député français de la France Insoumise, qui est donc à Ouagadougou. Et je rappelais qu'il était sur le site du mémorial Thomas Sankara. Et mercredi, il est attendu donc une communication à l'université de Ouagadougou. Ceci dit, nous aurons un point plus détaillé de cette visite au site. Mais maintenant, nous allons passer à notre rubrique, c'est celle société.
un fort lien avec le premier sujet, puisque tout à l'heure, c'est Jean-Luc Mélenchon qui donnait donc ses honneurs à Thomas Sankara, qui lui rendait donc cet honneur-là de visite et de reconnaissance pour ce qu'il a été dans son combat. Et justement, Thomas Sankara, qui a eu des gestes forts, on se rappelle en 1986, qui décide d'octroyer des bourses à 600 orphelins pour suivre des formations dans des domaines aussi divers que variés à Cuba. Et depuis leur retour au pays en 1993, la plupart d'entre eux n'arrivent pas à s'intégrer, leur diplôme n'est pas reconnu, ils disent être aujourd'hui dans une situation précaire. Constitués en association, ils entendent faire des plaidoyers pour que l'occasion leur soit donnée de servir leur pays. Et le tout nous est donné dans ce reportage signé Abdul Rahim Nyenye. Le visage froissé par la tristesse, Inoussa Dakambari se recueille sur la tombe de sa sœur, ici au cimetière municipal de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Elle fait partie du contingent des 600 étudiants formés à Cuba sous la Révolution. Ce lieu est chargé d'histoire et d'émotion pour ces anciens étudiants formés à Cuba qui aujourd'hui se retrouvent constitués en association. 15 de leurs reposent dans ce cimetière. Parmi cette quinzaine de camarades qui reposent ici, repose également ma propre sœur qui a aussi étudié à Cuba comme nous, qui est malheureusement décédée. Donc voici pourquoi nous prenons ce cimetière comme un symbole pour nous, anciens étudiants formés à Cuba. Parmi le contingent des 600 élèves, 85 ont perdu la vie et d'autres dans une situation sanitaire précaire. C'est le cas de Salifou Bonkungu qui habite au quartier Witenga de Ouagadougou. Depuis plus d'une décennie, ce dernier, dans la quête d'une meilleure santé, a trouvé refuge chez le pasteur Oscar Zongo. Il dit avoir été abandonné par sa famille biologique. Physiquement très affaibli par la maladie, Salifou Bonkungu a presque perdu l'usage de la parole. Ceux qui l'ont conduit ici sont partis le laisser avec nous un an après son arrivée. Donc, ça fait 12 ans que je n'ai pas les nouvelles de sa famille. Il y a de cela quelques mois, c'est au cours de l'année 2020 que l'association est venue et je leur ai dit que comme il commence à parler un peu, on va dans les jours à venir le conduire dans son village afin qu'on puisse connaître sa famille. Pour les responsables de l'association des anciens étudiants formés à Cuba, la situation dans laquelle se trouvent ses membres est plus que préoccupante. Ces cadres formés à l'extérieur disent n'avoir pas eu l'opportunité de servir leur pays. Ils se disent marginalisés et même abandonnés. Tant que quelqu'un qui est un orphelin et que vous l'envoyez et il retourne et vous ne l'utilisez pas. Et en fait, avec des milliards gaspillés que vous avez vraiment utilisé, l'argent du contribuable que vous avez gaspillé pour leurs billets, pour tout leur séjour, et ils vont revenir. Et néanmoins, ce qu'ils veulent essayer de travailler pour pouvoir rembourser le peu que vous les avez vraiment, vous n'êtes même pas capable. C'est-à-dire que vraiment, que c'est un État même, c'est des dirigeants que nous pouvons dire qui ne se soucient même pas de sa population. Se considérant comme des victimes collatérales des événements d'octobre 87, ces étudiants formés à Cuba déplorent la non-reconnaissance de leurs diplômes par l'État burkinabé. C'est l'âme et l'homme de Thomas Sankara encore qui nous suit, parce que étant étudiant envoyé par Thomas Sankara à Cuba, je pense que c'est pour cela. L'homme n'est plus, il fallait aussi en finir avec ses enfants. Je pense tout simplement. Sinon, ça n'existe nulle part dans un État plutôt, qu'on envoie des élèves se faire former et de retour, on ne s'en occupe pas. Après notre année à la Sonabel, le DG de la Sonabel était vraiment content, il voulait même que nous restions. Mais malheureusement, son ministre avait dit complètement net qu'il n'avait pas de possibilité que tout celui qui a fait Cuba puisse rester à la Sonabel. Près de 3 décennies après leur retour au Bercail, ils espèrent que le régime actuel répondra favorablement à leurs préoccupations. Parce que nous avions un dossier que nous avons déposé à Ashkroun et actuellement qui est en trasladation vers le ministère d'État. Nous avions demandé 3 choses aux autorités.
premièrement, et c'est demander un dédommagement pour le préjudice subi de 1992 à nos jours, en tenant compte des ayants droit de nos camarades disparus. 2, nous demandons l'équivalence de nos réels de nos diplômes en tenant compte des volumes horaires que nous avons étudiés à Cuba. Et troisièmement, tenir compte effectivement de nos camarades qui sont à la fonction publique, voilà, pour leur reclassement tout simplement. Voilà ce que nous demandons. En attendant que l'État revoie leur situation, l'Association des anciens étudiants formés à Cuba se veut un instrument de solidarité entre ses membres. Retour sur ce plateau, je suis d'ailleurs avec Stanislas Damiba. Vous êtes le président de l'Association pour la solidarité et d'amitié des anciens étudiants formés à Cuba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. J'étais à Tru TV, c'est un plaisir partagé. Parce qu'à plusieurs fois, au tribunal de l'actualité, vous avez égrené la situation des anciens étudiants formés à Cuba. Merci à vous. Évidemment, nous touchons du doigt les sujets d'intérêt pour les Burkinabés et essayons de voir comment est-ce que ça continue. Concernant ce sujet tout à l'heure, je pense qu'avec le reportage, on a pu avoir un soupçon de ce que vous continuez de traverser. Et puis on est revenu un peu aussi sur là où le dossier il en est aujourd'hui. Mais avant, toujours il y a une question qui demeure. C'est vrai, à chaque fois quand on vous écoute, on a l'impression que c'est après Blaise Compaoré, le départ de l'ancien président, qu'il y a des démarches qui commencent. Mais sous Blaise Compaoré, il y en a eu. Alors, merci Jéhovah. Sous Blaise Compaoré, il y en a eu, mais malheureusement, ça n'a pas eu de suite. Vous savez que l'insurrection a aussi insurgé tous les jeunes, et c'est à travers ça, effectivement, que, évidemment, nous aussi nous sortons et nous nous faisons entendre. Sinon, sous le régime du président Blaise Compaoré, on a tout bousculé, même la presse nous refusait. Parce que il fallait tenter, et bien tu verras. Tout simplement. Donc même pas de promesse, donc vous n'avez pas été reçu, jamais? Nous avions écrit au président Blaise Compaoré. D'ailleurs, en 2002, il était à Cuba. Il a même dit là-bas que tous les anciens étudiants formés à Cuba étaient embauchés. Et ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas du tout. D'accord. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la dynamique voulue qui est celle de réconciliation, vous voulez bien être pris en compte. Mais derrière aussi, entre-temps, il y a beaucoup qui sont restés sur le chemin. Hein. On a vu tout à l'heure ce qui est assez émouvant. Vous parliez de l'un de vos proches et tout. Mais quand on regarde ça, on se dit, mais 30 ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous êtes allé aussi pour des formations. Vous êtes revenu nanti de formation. Il y avait aussi la possibilité de pouvoir se mettre, je ne dis pas forcément à son propre compte, mais de tenter certaines choses. Certains d'entre vous l'ont réussi? Certaines personnes l'ont réussi, mais dans la vie, chacun a sa chance. Je vais dire tout simplement que, comme je disais au reportage, en fait, le bas blesse, c'est quoi? C'est le fait de ne pas reconnaître notre diplôme. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux d'ailleurs qui sont à la fonction publique n'ont pas eu l'équivalent de leur diplôme. Tout simplement parce que, ils sont là avec leur diplôme en espagnol et malheureusement, nous attendons aussi qu'il y ait une reconstitution de la carrière de ceux qui sont à la fonction publique. Alors, nous qui sommes effectivement sans emploi et nous sommes dans le privé, mais il faut que les Burkinabés sachent que le fait que nous revendiquons ne voudrait pas dire que nous sommes des têtes brûlées en réalité. Ça veut dire nous nous débrouillons comme on peut, mais en réalité, si le diplôme avait eu son équivalence, alors on aurait dû pouvoir passer des concours et aller à l'extérieur. Parce que le diplôme est purement, simplement en espagnol. Je vais vous raconter une anecdote. Okay. Moi, je suis du génie civil, et un camarade du génie civil qui est allé pour légaliser son diplôme dans un commissariat de la place. Et quand il est arrivé, il a remis son diplôme à l'officier, mais il a tout simplement dit, nous avons reçu l'ordre de ne pas le faire. Et il a jeté le diplôme, malheureusement. Et ça, il y a longtemps. Mais il y a longtemps, mais jusqu'à présent, ça suit parce qu'en réalité, le diplôme n'a pas été reconnu d'abord par l'État burkinabé. Ce n'est qu'en 2017 d'ailleurs que notre ambassadrice, qui est d'ailleurs en fin d'émission, Anna Maria, et le ministre Filga ont signé le protocole d'équivalent de diplôme. Février 2017. 25 ans ou 26 ans plus tard. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait. Rien n'est fait. Ils ne font que parler.
Donc pour vous, même la signature de ce protocole-là n'a pas permis qu'il y ait des facilités pour des équivalences. Nous avions essayé, mais en réalité, notre équivalence, il veut le faire, enfin, il veut sous-évaluer le diplôme. Parce que dans une revendication, nous avions dit, nous voulons l'équivalence réelle de nos diplômes en tenant compte du volume horaire. Il y a par exemple le diplôme qui dit technico-médio des niveaux supérieurs en esport. Ça voudrait dire que c'est technicien supérieur en génie civil. Juste après nous, il y a peut-être l'ingénieur. Nous sommes les ingénieurs de travaux et après, il y a l'ingénieur purement et simplement. Mais l'État, comme on a dit, médio, ils ont traduit ça en moyen. Pourtant, non. C'est technicien moyen à niveau supérieur. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reconnu ça. Et l'ambassade nous a fait une note disant que voilà, notre diplôme est reconnu comme technicien supérieur. Mais jusqu'à présent, l'État ne l'a pas encore reconnu. C'est ça aussi le problème. D'accord. Mais on est dans une dynamique nouvelle. On parle de réconciliation nationale. On a même un ministère plein qui est consacré à ces questions-là. On a vu le ministre en charge, Zéphirin Diabré, rencontrer en tout cas la plupart des sensibilités, je veux dire, au Burkina, les quelques problèmes aussi. Vous avez été rencontré? Si tu me permets, bien avant le tribunal de l'actualité, il y a un rapporteur du Ashkurun qui a dit sur votre plateau que notre diplôme a été reconnu. Je l'ai dit, ça n'a jamais été reconnu. Alors pour maintenant revenir à votre question, effectivement, nous avions été reçus à 2 fois par le DURCAB du ministre Zéphirin. Okay. Et pour la 2e fois, nous avons effectivement envoyé cet accord de signature avec Anna-Marie Tchongo et le ministre Filga pour qu'ils sachent en réalité que jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait. Voilà, donc ils ont toute cette documentation et je pense que ça ira pour le mieux. C'est vrai que quand on regarde le reportage, il y a peut-être quelque chose qu'on perçoit. C'est un courroux et une certaine couleur que vous gardez parce qu'il y a le mot indemnisation, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est victime de quelque chose. Mais lorsqu'on est victime aussi, quelquefois, il y a le moyen de la justice. Oui, vous savez, j'ai dit toujours notre association est créée depuis 1992 quand on est arrivé. Et je dis toujours, avec l'éducation que nous avons reçue à Cuba, nous ne sommes pas une association va-t-en-guerre. Nulle part dans ce pays, les anciens étudiants formés à Cuba ne sont sortis. Aucun jour pour dire, voilà, crier comme tous les autres Burkinabés. C'est l'éducation que nous avons reçue. Voilà, pour vous dire tout simplement que, voilà, nous ne sommes pas des gens qui sortent à tout de rue pour revendiquer, mais c'est aussi l'éducation que nous avions reçue à Cuba, tout simplement. Mais pratiquement 30 ans après, est-ce que vous avez encore des espoirs? Nous avions toujours de l'espoir parce que tant que notre diplôme n'est pas reconnu, on s'est dit qu'il y a toujours le combat. Alors, vous allez parler tout de suite de justice. Alors, quand nous avions commencé effectivement nos démarches avec le Ashkurun, il a été dit que si un dossier ne passe pas au Ashkurun, effectivement, il ne va pas passer effectivement par une indemnisation. Mais malgré tout, de toute façon, nous avions un avocat conseil qui s'occupe de nos dossiers. De toutes les façons, une fois qu'avec cette réconciliation, nous ne sommes pas satisfaits, écoutez, nous serons obligés effectivement de constituer effectivement un bureau d'avocats. Mais en attendant, nous avions foi à cette réconciliation. Nous avons foi au président Kaboré. Voilà, je pense que le travail qu'il est en train de faire, c'est de pouvoir réconcilier tous les Burkinabés depuis l'indépendance à nos jours pour qu'enfin notre pays puisse vraiment respirer un lendemain meilleur. Moi, j'ai une petite question peut-être avant qu'on termine. Oui. À chaque fois qu'on vous reçoit, vous revenez sur la question de l'équivalence de vos diplômes. C'est clair que vous voulez voir valoriser ce pourquoi vous êtes parti à Cuba. Mais même quand c'est fait aujourd'hui, pour la plupart, c'est des gens qui sont presque à la retraite. Si on veut regarder un peu l'âge et tout, qu'est-ce que ça va apporter concrètement? Alors, moi, je suis le plus jeune du contingent plutôt. J'ai aujourd'hui 47 ans. Voilà. Alors, ça ne court pas le rue dans la fonction publique burkinabé. Mais je pense, voici pourquoi on parle d'indemnisation. Parce que d'abord, ça serait une satisfaction morale de celui d'ailleurs qui nous a envoyé à Cuba
le capitaine Thomas Sankara, de reconnaître enfin ses diplômes. Parce que nous savons tous que c'est le politique qui l'a fait. Nous le savons. D'ailleurs même, après l'assassinat de Thomas Sankara, Fidel Castro avait voulu nous garder. Et d'ailleurs, toutes les carrières que nous avons reçues, c'est l'État burkinabé qui nous l'a imposé. Nous n'avons pas choisi. Parce qu'à Cuba, d'ailleurs, nous étions les meilleurs éducation, santé, sport. Et l'État cubain avait dit, il faut certainement chercher ce que vous vouliez. Mais l'État a seulement choisi 33 personnes pour les études universitaires. C'est d'ailleurs ce monsieur que vous avez vu à reportage, c'est le pasteur, c'est un architecte. Et c'est d'ailleurs le seul architecte du contingent, mais malheureusement, vous voyez la situation qu'il a, c'est parce qu'effectivement, cet État qui nous a envoyés n'a pas été capable, effectivement, de nous aider, soit même l'équivalent de nos diplômes. Si on nous avait dit, on vous fait l'équivalence et puis cherchez-vous, écoutez, on ne serait pas là. Parce que c'est le parchemin qui nous rend nos études valables. D'accord. Merci bien. Monsieur Stanislas Damiba, ce qu'on pourrait vous souhaiter, c'est qu'il y ait des oreilles attentives, notamment à ce que vous demandez aujourd'hui, qui sont évidemment ce à quoi vous tenez le plus, cette reconnaissance-là, et puis, qui sait, qu'on reconnaisse ce qu'on vous a fait. Voilà. Tout à fait, reconnaître le tort, et puis voilà, vraiment je remercie TriTV. J'allais dire, vous êtes même notre deuxième avocat, parce que là, au tribunal de l'actualité, je me rappelle, avec le gars de Ashkroun, ça n'a pas été facile, parce que vous avez voulu qu'ils nous disent qu'est-ce que vous avez fait pour ces jeunes. Vraiment, et que Dieu bénisse cette maison, et à très bientôt. Merci bien, Stanislas Damiba. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la solidarité et d'amitié des anciens étudiants formés à Cuba. C'était le premier invité, il y en a d'autres donc. Et le deuxième sujet que je m'en vais vous présenter concerne les questions de développement et évidemment d'écologie. Son savoir-faire suscite l'admiration et se veut une solution au problème d'assainissement. Isaac Bambara est un jeune burkinabé qui fabrique des toilettes mobiles, pas comme les autres. Et ces toilettes connectées à des fosses digesteurs sont présentées comme à la fois écologiques et économiques. Quels sont les matériaux utilisés dans leur fabrication? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Élément de réponse dans ce reportage signé Maxime Jean-E de Bambara. Écologique et économique. Deux qualificatifs qui pourraient décrire ces toilettes mobiles et biodigesteurs qui se présentent comme une solution innovante et révolutionnaire dans le domaine de la construction. Elles sont l'œuvre du jeune burkinabé Isaac Bambara, promoteur de l'entreprise Zibdon Ecoservice, spécialisée dans la réalisation des fosses septiques avec des technologies innovantes. Ce qui rend en fait nos toilettes écologiques, c'est les fosses. Et c'est ces fosses-là. La première particularité, c'est qu'elles occupent très peu d'espace. Imaginez une fosse de 2 mètres de long, 1 mètre de large, avec une profondeur de 1 mètre seulement, dimensionnée pour 25 utilisateurs, et vous faites 25 ans sans vidanger votre fosse. C'est l'un des avantages majeurs de la technologie. Ensuite, vous avez la possibilité de générer du compost à des fins agronomiques. Voilà. Et ça ne dégage pas d'odeur. Donc, fini les odeurs nauséabondes que nous avons avec nos toilettes. Pour rendre justement les fosses indolores et produire du compost, le jeune promoteur utilise des fibres biologiques et des dalles poreuses qui permettent de séparer l'eau de la matière fécale. Les images qui suivent pourraient être désagréables à voir. Cette technologie imite la nature. Vous voyez, quand il y a défécation en plein air, dans les champs, en brousse et tout, au bout de 2-3 jours, quand les conditions sont réunies dans la nature, ça disparaît. C'est le même processus de biodégradation qui est mis en application à l'intérieur de ce petit ouvrage qui peut être réalisé en béton ou en maçonnerie. C'est l'une des pièces maîtresses même de ça. Et ensuite, nous rajoutons de la fibre avec des enzymes artificielles. C'est des enzymes éteints qui agissent sur la matière fécale pour permettre à ces fesses-là de se décomposer au bout de 2-3 jours dans la fosse. Ces toilettes viennent donc résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'assainissement, notamment la défécation à l'air libre. Mieux, elles peuvent être conçues ou modifiées selon la volonté des clients, et ce, avec les commodités voulues. Donc nous proposons généralement des toilettes pour des bases. Vous voyez, par exemple, là, c'est une toilette qui est faite en panneau sandwich. C'est un matériau qui a une très bonne isolation thermique.
On est dans un pays où il fait très chaud. Donc, utiliser ces toilettes-là dans certaines bases, c'est idéal. Et on a différents types de commodités, des aérateurs, des extracteurs d'air, une alimentation en énergie qui peut marcher par le solaire ou connecté au secteur. Et on a un WC qu'on peut monter à l'anglaise ou des WC turcs. Voilà. Un lavabo. Selon le promoteur, les toilettes ordinaires peuvent également s'adapter à ce nouveau système qui se veut écologique et économique. Donc, qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous effectuons une visite sur le site pour voir s'il y a possibilité de déconnecter l'ancien système et de reconnecter le nouveau système, tout simplement. Maintenant, ça va demander d'avoir au moins un minimum d'espace dans la cour et un mécanisme aussi pour évacuer les eaux par un système de tranchée drainante ou de puits perdu. En plus donc des ménages, ces toilettes mobiles et biodigesteurs se présentent comme une solution pratique pour les camps et détachements militaires, les camps des réfugiés et déplacés internes qui font le plus souvent face à un véritable problème d'assainissement par manque de toilettes. Retour donc sur ce plateau, justement avec Isaac Bambara, qu'on avait tout à l'heure dans le reportage, avec cette solution, on va dire, de développement durable, qui tient compte de notre environnement, utiliser ce que nous pouvons pour régénérer ce qui est possible afin de produire du gaz pour des utilisations ultérieures. Je suis sur ce plateau, puisqu'on parle développement, donc économie, avec David Nana. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir. J'ai dit tout à l'heure Isaac Bambara qui est sur ce plateau avec nous. Bonsoir Isaac. Et bonsoir. C'est un véritable plaisir de vous recevoir parce qu'on aime bien sur ce plateau-là recevoir des Burkinabés qui font changer les choses de par là où ils sont. Et puis c'est le coup de cœur d'ailleurs de David Nana. Donc. Ouais, un véritable coup de cœur parce que la question du développement durable, voilà, ça intéresse particulièrement. Donc l'invité est à nous. Oui, et déjà peut-être qu'on va faire de plus amples connaissances pour ceux qui nous suivent, parce que moi j'ai agréablement aimé ce que vous avez fait, mais peut-être votre profil pour ceux qui nous suivent. Qui est Isaac Bambara? Isaac Bambara, c'est un jeune Burkinabé qui a évolué d'abord dans le génie civil. D'accord. Ensuite a fait de la gestion d'infrastructures et services et a travaillé pour des projets de développement, notamment au Niger, avec Luxembourg Développement, la coopération technique belge, sur des bases armées américaines. Et tout ça a contribué réellement à voir un peu le problème que nos pays ont en fonction des problèmes qu'ils ont liés à l'environnement et à l'assainissement. D'accord. On sent que donc c'est votre profil. Sinon, moi, je me posais la question de savoir pourquoi un jeune, parce que aujourd'hui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, les domaines sont aussi divers que variés. On peut aller investir où on veut, on peut se dire, bon, on va faire ceci, cela. Vous décidez de revenir et vous mettre dans votre, on va dire, dans votre domaine de prédilection, ce dans quoi vous avez été formé. Mais pourquoi ces solutions-là, justement? En fait, c'est le souci de répondre à un problème. Moi, dans le cadre de mon métier, j'ai constaté qu'il y avait ce problème-là d'assainissement. Même pour les sites sur lesquels on allait, on avait des difficultés avec les toilettes et tout. Et le problème se posait. Ensuite, il y a le facteur coût des toilettes. Pour réaliser des toilettes, ça coûte excessivement cher. Donc, il fallait réfléchir à cela. Mais il y a des technologies qui existaient déjà. Par exemple, la technologie qu'on utilise actuellement, c'est des technologies qui existent. Et c'est des technologies qui sont d'origine israélienne, voilà, et qui ont été développées par un Américain, un Ghanéen, et qui nous avons implémentées ici et développées et réadaptées en fonction des réalités de nos pays. Voilà. Alors, c'est vrai, hein, le reportage nous montre un peu comment le dispositif fonctionne. On peut aussi constater qu'il y a du matériau dont vous faites usage qui ne sont pas forcément des matériaux locaux. Je vais dire, est-ce que dans l'avenir, ou peut-être maintenant même, il est en projet que vous puissiez aussi faire appel à du matériel local sur place pour la conception de ce dispositif? Exact. Il est vrai que les matériaux sont en général importés pour les cabines. Parce que là, j'ai vu dans le reportage, on était axé beaucoup plus sur les cabines. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est les fosses. Les cabines, on a essayé au départ de concevoir des cabines avec des matériaux au maximum trouvés ici sur place. Mais c'est le coût qui était encore très excessif et le rapport qualité-prix, on ne l'avait pas. Donc, il fallait importer de la matière première pour pouvoir avoir le résultat attendu. Mais par contre, pour les digesteurs, ce qui nous intéresse le plus, on a la quasi-totalité des matériaux disponibles ici.
Le digesteur, justement, qu'est-ce que c'est, comment il fonctionne, pour que ce soit plus accessible aussi à nos téléspectateurs? Donc, en fait, le digesteur remplace les fosses septiques traditionnelles que nous avons dans nos maisons. C'est un petit ouvrage de génie civil, un petit ouvrage d'une profondeur d'1 mètre, qui peut contenir la matière fécale de 25 utilisateurs pendant 25 ans sans vidange. Donc, plus besoin de faire de grandes fosses dans les maisons. On le remplace par un petit dispositif qui a un mécanisme de digestion qui digère cette matière fécale-là, qui nous dispense des vidanges, et on peut réutiliser à long terme ces produits comme fertilisants pour les champs. Et il y a quelque chose que Maxime Jean-Hugues Bambara me disait. Il dit, vous venez, vous faites le reportage, mais vous dites que vos toilettes, vous arrivez à les rendre indolores. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont utilisés de sorte à ce que, bon, ça ne soit pas des toilettes comme on dirait habituellement avec la caractéristique. Exact. En fait, c'est, comme je disais, c'est une imitation de la nature. Okay. Le système de fonctionnement à l'intérieur du digesteur. Voilà. Donc, il y a une séparation, il y a un filtre à l'intérieur, comme un tamis, qui fonctionne comme un tamis, qui sépare tout ce qui est eau de la matière fécale, systématiquement. Okay. Parce que quand l'eau et la matière fécale se mélangent, il y a un phénomène de méthanisation qui se produit, ça pourrit en fait. Et c'est ce qui dégage les odeurs. Donc pour éviter ce phénomène-là, il faut une séparation systématique avec tout ce qui est fesses et les eaux. D'accord. Voilà. On va dire quoi, c'est pratique, c'est écologique, puis on dira aussi que c'est économique. Mais est-ce que pour le citoyen lambda au Burkina Faso, est-ce que c'est accessible? Je veux dire, pour être clair, combien coûte en moyenne un dispositif? Okay. C'est le souci en fait de Zibdon Éco-Service. Vous voyez le mot éco. Il y a aussi économie. On mise beaucoup plus sur l'économie, l'écologie. Donc on a travaillé sur les coûts. Et les coûts nous font gagner énormément. C'est accessible à toutes les bourses. Quand vous devez réaliser une latrine traditionnelle, c'est 1/3. Notre digesteur vous coûtera 1/3 du prix d'une fosse normale. Je prends un exemple. Généralement, pour réaliser des fosses septiques, on peut se tourner autour de 900 000. Mais avec 300 000, vous pouvez réaliser un digesteur. Voilà. Le digesteur sans le dispositif ou avec tout le dispositif, avec la cabine, tout? Le digesteur, c'est la fosse. D'accord. Voilà, c'est la fosse. D'accord. En réalité. Voilà. Et la cabine vient par la suite en fonction du besoin du client. Moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit là en même temps. C'est que quand on dit digesteur, on a eu un vaste projet au niveau pays ici, parler de biodigesteurs et tout. On a vu des chiffres qui ont été avancés. Vous êtes jeune entrepreneur dans le domaine. Vous avez pris part à ces politiques nationales ou bien à un moment donné, on vous a approché? C'est vrai que l'accent est beaucoup plus... les gens sont beaucoup plus focus sur les biodigesteurs, mais qui produisent du biogaz. Ok. Mais nous ne produisons pas du biogaz. D'accord. À la différence, voilà. La particularité, c'est qu'on ne vidange pas, il n'y a pas d'odeur, ça réduit le coût de l'ouvrage et tout. Mais on a été approché, certes, mais ça prend du temps. D'accord. Donc, du coup, on a dû trouver les stratégies nécessaires pour proposer notre produit et faire la promotion. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais les gens ont commencé à adhérer à cette technologie. Il l'a dit, c'était un vaste programme auquel on a pu voir l'État s'investir pour que ça puisse être accessible, surtout en milieu rural. Je veux parler des biodigesteurs, pardon. On a vu qu'il y a du gazoduc qui était utilisé pour la cuisson parfois. Vous parlez de collaboration qui est c'est vrai, mais est-ce que votre dispositif pourra évoluer vers cela aussi? Parce qu'on a dit que c'est pour soulager un tant soit peu un public cible qui est notamment la population rurale. Je veux dire, est-ce que à la longue, vos toilettes peuvent être utilisées en milieu rural? Oui, c'est ce que je disais entre autres. Il y a une différence entre les digesteurs. Il y a un digesteur de type biophile qui ne produit pas du gaz et celui qui fait du biogaz. Les gens sont beaucoup plus focus sur ce qui fait du biogaz actuellement. D'accord. Voilà. Mais nous, ça ne produit pas de biogaz. D'accord. Voilà. La différence, c'est qu'on peut utiliser les éléments pour fertiliser le sol. Donc, on peut l'utiliser en milieu rural. Voilà. Évidemment, donc c'est adapté, on peut l'installer sans problème. Exact. Et en plus, on a du compost à faire après. Exact. Voilà. On peut avoir du compost au bout de 2 ans. Au bout de 2 années. 2 années. Ça peut déjà générer du compost. Mais moi, il y a une question aussi qui, jusqu'à présent, quand on donne le nombre d'années sans pouvoir faire de vidange, ça s'explique comment? Ok.
D'accord. Là, quand on va rentrer dans la phase un peu technique, mais je vais essayer de simplifier la chose. Dans le digesteur, il y a un filtre qui sépare d'abord tout ce qui est eau de la matière fécale. Mais l'eau ne reste pas dans le digesteur. Cette eau est canalisée vers un puits perdu, peut-être perdu, ou pas d'autres technologies que nous avons pour arrosage du jardin. Après ça, la matière fécale est étant au-dessus de ce tamis-là, voilà, avec de la fibre et des enzymes artificielles que nous rajoutons, ça permet d'accélérer le processus de biodégradation, ce qui fait qu'au bout de 2 jours, vous n'avez plus rien quand vous ouvrez votre fosse. Voilà. Ça imite en fait la nature. Vous voyez, quand il y a une défécation en plein air, quand les conditions sont réunies, au bout de 2-3 jours, ça disparaît. C'est le même processus de biodégradation qui est mis en application. Et nous voulons accélérer ce processus-là par des enzymes artificielles. Mais ça veut dire que celui qui a vos toilettes, il doit avoir un genre de consommable que vous livrez avec une certaine période. Exact. Pour aller même au-delà de 25 ans, voire 35 ans, il faut un entretien périodique chaque année ou chaque 2 ans. Il suffira juste de rajouter des enzymes artificielles. Ah, d'accord. Voilà. Pour la maintenance. Ça permet de mieux comprendre. Peut-être dernière question. Oui, on parle d'entrepreneuriat. Vous êtes jeune, vous vous lancez dans un secteur. En préparant cette rencontre avec vous, on a pu voir qu'il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, vous avez bénéficié d'un financement d'un programme pour PME. Et on sait aussi que dans le monde de l'entrepreneuriat, la question qui revient le plus souvent, c'est le problème du financement, donc l'accès au crédit. Moi, je veux savoir, pour ma dernière question, quel est votre avis sur la question? Ok. Sinon, déjà, Zidance Ecoservice a déjà commencé au Niger en 2014. Je me suis lancé en entrepreneur là-bas, dans un pays étranger. Et on a été dans la construction. Donc, après ça, on a pensé le projet différemment pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. C'est vrai que l'accès au financement était vraiment compliqué. Donc, il a fallu développer d'autres stratégies en partenariat. Voilà, ne pas attendre de courir derrière les banques parce qu'une jeune entreprise comme ça, les banques, ça ne suit pas en fait. Et puis dans le secteur du wash, ça ne suit pas. Et en évoluant, on a fini maintenant par trouver quelques organismes qui ont bien voulu nous accompagner sur cette lancée. Voilà. D'accord. Merci bien Mobara. C'est très intéressant, hein. Déjà par votre jeunesse et puis l'envie d'entreprendre par vous-même, ça c'est très intéressant. Et puis avec les solutions que vous proposez, c'est ce qu'on voulait faire découvrir aussi à nos téléspectateurs. Merci David Nana d'être passé sur ce plateau. Je pense que c'est l'objectif aussi des JDS, avoir aussi des coups de cœur et puis si ça peut aider, le coup de pouce aussi. Évidemment. Je l'annonçais en début d'émission, cette visite de Mélenchon, Jean-Luc, et député donc français de la France insoumise. Nous avons proposé en début un pan d'une réponse à la question donc donnée lors de cette visite. Nous vous proposons ici et maintenant le résumé justement de la visite de cet après-midi. Pour les premières heures de son séjour dans la capitale burkinabé, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon rend hommage au père de la révolution d'août 83, le capitaine Thomas Sankara. Après le cérémonial du dépôt de gerbes de fleurs au mémorial Thomas Sankara, place à la visite guidée du Conseil de l'Entente où le père de la révolution a été assassiné. Occasion pour ce dernier de s'imprégner des conditions dans lesquelles le père de la révolution a été assassiné, mais aussi de prendre connaissance du projet de réalisation du mémorial Thomas Sankara. Pour Mélenchon, sa visite a un sens symbolique et se veut un rattachement de son identité politique au combat sankariste. Thomas Sankara, que l'opposant politique français présente du reste comme une source d'inspiration pour l'insoumission politique. Il faut apprendre à venir en Afrique, dans une nation africaine, dans un peuple africain, pour dire que l'on vient apprendre. C'est un signal que je voudrais donner. Il concerne la politique intérieure française, d'une certaine façon, puisque jamais dans le passé, aucun candidat d'aucune sorte n'a entrepris une démarche de la nature de celle que je suis en train de conduire devant vous. Venir au-devant d'amis, signaler ce qui nous rapproche et parfois nous unit, ce que nous avons en commun, et puis faire des propositions qui ne soient ni des leçons que l'on vient faire aux autres, ni non plus des suppliques que l'on viendrait présenter. Je peux à la fois vous dire, mesdames, messieurs, que je représente, comme certains d'entre vous sans doute aussi, cette France qui ne s'identifie pas à l'impérialisme,
qui n'a pas envie de colonialisme, qui déplore le paternalisme et qui hait l'injustice d'un crime non puni. Le candidat à la présidentielle française de 2022 qui se présente comme un ami du peuple burkinabé à travers les idéaux du capitaine Thomas Sankara dit être venu présenter un nouveau visage de la France. Une France non dominatrice, une France respectueuse de la souveraineté des autres pays et une France de partage. Je voudrais qu'à cette occasion, si le destin nous est favorable, si le peuple français le veuille, nous puissions dire que c'est à cet instant, maintenant, là, dans cette modeste rencontre, après avoir été devant le mémorial, avec vous, que je découvre aujourd'hui, que nous aurons commencé une grande et nouvelle histoire, faite d'égalité entre nous. Parce que, croyez-le, il y a des Français qui n'ont pas besoin de dominer pour se sentir exister. Il y a des Français qui ont besoin de partager pour savoir qu'ils sont membres de la même communauté que les autres êtres humains. Et cela s'appelle la fraternité. Et cela s'appelle l'égalité. Et enfin, il y a des Français qui trouvent normal, naturel, intéressant, productif, fécond, que parfois on les critique bien vivement. Et que d'autres fois, ce soit pour leur dire des mots d'amour. Dans son discours d'une dizaine de minutes, le député Jean-Luc Mélenchon s'est montré virulent face à la politique française en Afrique. Ce dernier, qui se présente comme un Français insoumis, propose de construire un autre avenir en commun avec les peuples africains, dans l'égalité des droits et le respect mutuel. Campagne de charme ou stratégie politique, le séjour de Jean-Luc Mélenchon au pays des hommes intègres se poursuivra jusqu'au 21 juillet prochain, date à laquelle il animera une conférence publique à l'université Joseph Kizerbo. Parlons à présent sport, et c'est juste après cette transition. Et pour parler sport, je vais commencer par m'annoncer ce qu'il y a comme programme alléchant. On dira comme ça, il est attendu par les Burkinabés. Parce qu'il y a d'autres Burkinabés qui doivent compétir du côté de Tokyo pour les Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août 2021. Il faut dire qu'il y a 9 grandes dates par discipline pour les athlètes burkinabés qu'il faut donc attendre. Cyclisme Paul Daumont, c'est le samedi 24 juillet, cyclisme sur route. Et le mercredi 28 juillet, le contre-la-montre. Et puis judo, le blanc, Lucas Diallo, qui lui compétira le dimanche 26 juillet, tour à élimination directe. Et taekwondo, Sabadogo Faisal, 80 kg. Qui aura à compétir le dimanche 26 juillet. Pour ce qui est de la natation, vendredi 30 juillet, Angelica Sita Ouedraogo, 50 mètres nage libre femme, donc sera dans la compétition. Dimanche 1er août, on aura Adama Ouedraogo sur 50 mètres nage libre homme. Et en athlétisme, le samedi 31 juillet, Marthe Yasmine Kouala, 100 mètres et femme. Mardi 3 août, Hugues Fabrice Zango, triple saut homme, beaucoup d'attentes pour ce monsieur. Mercredi 4 août, Marthe Yasmine Kouala, heptathlon femme. On va dire que ce sont les dates qu'on attend donc pour ce qui est de nos étalons athlètes. Parlons justement des talents. Nous allons revenir sur ce plateau et nous l'annoncions en début d'émission. Le nouveau président de l'Union nationale des supporters des étalons UNSE est connu. Il s'agit de Ousseini Tougma, qui a remporté les élections d'hier samedi 17 juillet. Il était opposé à Soumaïla El Boudo. Le candidat soutenu par le président sortant Ablassi Yameogo a remporté plutôt les élections par 66 voix contre 24. Un seul bulletin blanc a été enregistré et on va dire le nouveau président est sur ce plateau avec nous. Bonsoir président. Bonsoir. Et je suis, parce qu'on est en sport, avec Claude Romba. Bonsoir. Oui, bonsoir Geoffroy, bonsoir Président, et félicitations pour votre brillante élection. Merci. Voilà, félicitations en tout cas. 66 voix pour vous, 24, contre 24. On ne dira pas que ça a été sans appel, mais vous n'avez pas coiffé au poteau. C'est quand même fort. Oui, bon. Moi je ne considère plus le score là. Moi je pense que c'est pas moi qui ai gagné, c'est le sport qui a gagné. En général. Sinon, moi, le score, là, c'est le sport qui a gagné. D'accord. Mais Président, on sait que la campagne n'a pas été assez facile. Ça a été quand même un peu dur
peut-être même trop dur pour certains, parce qu'il y a eu véritablement des mots qui ont été tenus, et il y a eu des accusations qui ont été également aussi proférées. On peut dire que ça a été une campagne assez difficile quand même. Une campagne mouvementée, très tendue. Bon, je ne sais pas pourquoi tout ça. Bon, entre nous supporters, bon, quand ça devient comme ça, moi je pense que vraiment ça devient compliqué. Parce que entre supporters, si on ne peut pas s'asseoir, se parler, ça c'est compliqué. Vous avez suivi sur le terrain tout ce qui s'est passé. On ne devait même pas arriver là. Tout à fait. Mais vous savez que dans toute chose, il y a des gens qui sont à côté, qui sont là, qui mettent le feu, alors que, bon, vous voyez, sinon, l'autre candidat, bon, je pense que Soumaïla Il-Boudo, je pense que c'est parce qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connaissais pas. Mais hier, après les élections, ce qu'il m'a dit m'a trop touché. Si on s'était vu depuis longtemps, je pense qu'on n'allait pas arriver là. On allait se comprendre. Mais vous savez que chaque fois, il y a des gens qui sont derrière, qui mettent le feu. Vous voyez, c'est ça. Mais pourquoi tant de bisbilles, pourquoi tant de on va dire de crocs en jambes lorsqu'on parle de l'UNSU? Ça commence par union. Et vous êtes les plus désunis. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est ça, j'ai dit. Pour les supporter quand même. Oui, ça allait supporter. Maintenant là, bon, tout le monde les gens vont croire maintenant que dans cette union-là, en fait, il y a quelque chose derrière qu'on veut aller prendre. Il n'y a pas l'argent? Non, je peux vous dire qu'il n'y a rien. Au contraire, c'est nous, on dépense. Pourquoi j'ai dit ça? Quand il y a les matchs, c'est nous, on finance les supporters qui viennent à Ouagadougou pour supporter. Le ministère ne nous donne rien. Sauf que si on voyage à l'extérieur, si à la CAN, l'État nous prend en charge. C'est ça le problème. Sinon, les éliminatoires, quand il y a des matchs à Ouagadougou, c'est nous, on finance. Les quarts, on donne aux supporters qui viennent. On les donne à manger. On les donne l'argent de poche. Ça vient de notre poche. Et si maintenant, on dirait que c'est devenu une question d'orgueil. Chacun veut être devant pour se faire voir, ou bien je ne sais pas. Sinon, vraiment, moi... Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je vous jure, il n'y a pas d'argent. D'accord. Maintenant... Non, mais c'est vrai que on a quand même suivi un peu cette question des supporters qui, à un moment donné, il y avait deux camps, le camp de Mamadi Kouanda, le camp de Noufou Ouedraogo. On a tout fait pour les ramener. Après, on est venu à l'Union qui, véritablement... Et à un moment donné, on a vu qu'on a cotisé de l'argent. Je crois que c'était à la CAN 2004. On a cotisé de l'argent pour donner aux supporters qui étaient autour de 1 milliard, où se sont partagés 500 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas tout ça qui reste dans la tête des gens pour dire, écoutez, quand même, si on arrive à cotiser jusqu'à 1 milliard pour donner aux supporters pour aller, donc, soutenir les étalons, est-ce que, évidemment, c'est pas ça également qui fait que tout le monde court derrière? Une très bonne question. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Au temps des Kouanda, et puis, notre temps là, c'est pas la même chose. Au temps des Kouanda là, on remettait l'argent à chaque chef de groupe qui gérait les gens. Mais quand nous, on est arrivés, nous, on est allé voir les ministères, nous, on préfère ne pas rentrer dans l'affaire d'argent. Les ministères n'ont qu'à nous gérer. Par exemple, quand nous sortons en mission, c'est les ministères arrivés, par exemple, là où on va. Là où à la CAN, par exemple. À la CAN. C'est surtout ça. Tout le monde a son nom. Chaque semaine ou bien chaque 5 jours, tu peux émarger et puis tu prends ton argent. Nous, on ne gère pas l'argent. Chacun peut prendre son argent, il l'enlève dedans, il paie son hôtel, il s'alimente. Est-ce que c'est pas ce qui fait dire qu'on paye les supporters pour aller supporter? Non, on ne paye pas les supporters. Mais au moins, si quelqu'un qui va laisser son travail pour aller faire quelque chose, au moins, il faut quelque chose pour lui. D'accord. Parce que ce qu'on fait là, c'est pas petit, hein. C'est un grand travail qu'on fait. Et le joueur, le 12e, nous sommes le 12e joueur. 12e joueur, tout oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire une différence, un distinguo entre les supporters, c'est-à-dire que le groupe d'animation et les supporters qui y vont? Parce que dans certains pays, en tout cas c'est comme ça, le groupe d'animation est pris en charge. Parce qu'effectivement, ils sont considérés comme le 12e joueur. Donc, ils ont un travail à faire. Comme ils l'ont dit, il faut des répétitions. Ils mettent du temps et tout ça. Et ça devient comme un métier ou en tout cas quelque chose comme ça. Et donc, c'est normal qu'ils soient appuyés. Mais et le reste? Voilà. Maintenant, vous voyez que
on était en train de voir ce problème. Bon, vous voyez qu'à cause du Covid, là, la carte, on n'a plus participé. Sinon, on avait ce projet-là. La carte des supporters. Non. Le fait que de prendre les supporters. Quand on parle là, à la CAN, là, il y a les supporters, il y a les vrais supporters, les tapeurs, le comité d'animation. Tout à fait, voilà. Ouais, c'est comme ce que vous venez de dire. Il y a des gens même qu'on fait partir à la CAN qui ne vont même pas au stade, qui sont dans leur chambre en train de dormir. Ils prennent l'argent là, ils sortent, c'est pour aller manger, dormir, ils partent même pas au stade. On a parlé fatigué. Mais si quelque chose que tu ne peux pas faire, il faut... Donc vous allez mettre fin à ça? C'est ce qu'on veut. En tout cas sous-marin, en tout cas, je veux qu'on mette fin à ça. Les vrais supporters, le groupe d'animation, que le groupe d'animation vraiment soit vraiment pris en charge et puis c'est chaud. Faut pas qu'on envoie des gens qui vont aller rester à l'hôtel dormir. Nous, on ne veut plus voir ça. On sait que vous avez été c'est le poulain de Yameogo. Ablassé Yameogo qui vous a soutenu. Et pour beaucoup aussi, parce que même quand ça tardait encore pour qu'on vienne à des élections et tout, il y avait beaucoup de choses qui se disaient. Vous êtes, on va dire, son équipe. Aujourd'hui, c'est quoi vous allez apporter comme changement nouveau, majeur? Quelle cassure vous apportez? Bon, et ce que je peux vous dire, et comment je vais prendre ça, et les rênes, j'ai déjà pris les rênes. Et moi, je vais me baser d'abord parce que sur la vente des cartes. Parce que pourquoi j'ai dit qu'on va se baser sur la vente des cartes et les sponsors? D'abord la vente des cartes. Parce qu'actuellement, l'État a des problèmes. Il y a le Covid-19 qui est là, il y a les djihadistes qui sont là. Donc, ouais, l'État, affaire d'argent, c'est compliqué. Donc, nous-mêmes, on préfère vendre. Vous allez mobiliser les moyens vous-même? Non, par vous-même. Si j'ai dit, non, je n'ai pas dit, je vais enlever dans ma poche. Non, on va vendre. Mobiliser. Nous allons mobiliser les moyens. Nous allons mobiliser les moyens. Avec la vente des cartes? La vente des cartes, les sponsors. Les sponsors. Voilà. Moi, j'aimerais venir sur la question des sponsors. Parce que, est-ce que vous allez prendre véritablement votre indépendance vis-à-vis du ministère des Sports? Parce qu'on a vu à un moment donné, même les sponsors venaient donner l'argent d'abord au ministère des Sports. Est-ce que cette fois-ci, vous allez prendre votre indépendance pour que, si vous partez vers les sponsors ne vous donnent qu'à l'Union nationale des supporters des étalons? Ça n'a rien à voir avec le ministère. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Nous, on préfère comme ça. Je ne dis pas qu'on veut se dépendre du ministère. Mais nous aussi, nous allons prouver aux gens qu'on va se prendre en charge en vendant les cartes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, rien qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens, quand j'étais vice-président, il y a des gens qui veulent les cartes. Mais bon, vous savez, dans toute chose, il y a des failles. Tout à fait. Bon, ça fait qu'on n'a pas pu bien vendre les cartes. Bon, si je dis on n'a pas pu bien vendre, on n'a même pas pu vendre les cartes. Alors que les gens veulent des cartes, même ici au Burkina Faso, je sais que les gens, si on met les cartes en valeur, les gens vont l'acheter. Par exemple, le premier étant le président du Faso, nous on cherche un rendez-vous, on part le voir, on lui tend sa carte, il paye sa carte. Les gens sont obligés de payer. Tout à fait. À l'Assemblée, les ministères. Chacun va payer sa carte. Chacun va payer sa carte. Vous faites une bonne ressource en tout cas. Oui. Là même, nous, on peut prendre les étalons. Les étalons, nous-mêmes, on peut enlever de l'argent, mais financer même les étalons. Si c'est bien vendu. Tout à l'heure, en entrée, moi, je parlais des grands rendez-vous de Tokyo. On a l'impression que lorsqu'on dit supporter des étalons, là, c'est football seulement. Non. Étalons, c'est pas football seulement. C'est toute discipline confondue. Mais vous avez remarqué que chaque fois, s'il y a les cyclistes, il y a les boxeurs, il y a quoi. Nous, on part. Claude ne peut pas me dire le contraire. Non, je ne peux pas vous dire le contraire. Il nous suit. Tout à fait. Oui. Voilà, donc c'est toute discipline. C'est vrai que le football peut-être est beaucoup mis en avant. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est un peu ça mon inquiétude. Mais comment nous rassurer? Parce qu'on a vu à un moment donné, et en tant que journaliste, on a quand même dénoncé, voir les sponsors, la chambre des mines, tout ça qui viennent donner de l'argent au ministère pour les supporters. Je trouve que ça, c'est aberrant. Il faut mettre fin à ça. Remettez ça aux supporters qui vont gérer, quoi. C'est ça. Nous allons, en tout cas, c'est ce qu'on veut. Nous allons, on va aller au ministère, on va s'asseoir, nous allons parler. En tout cas, nous allons mettre de l'ordre dans les choses. En tout cas, je retiens avec beaucoup de satisfaction que vous allez prendre votre indépendance vis-à-vis du ministère des Sports. C'est ce qu'on veut. D'accord. Mais je n'ai pas dit qu'on va ils n'ont qu'à nous lâcher. Non, pas lâcher, mais voilà. Autonomie. Voilà, nous allons prendre notre autonomie. Voilà. Merci bien. On est déjà au thème de ce JDS, Journal Dimanche Soir. Un rendez-vous qui se veut divers et varié par les sujets qu'il aborde.
sport, politique, économie, tout y passe. Merci encore de nous avoir accordé ce premier jour en tant que président. Vraiment, c'est moi qui dois vous remercier de m'avoir appelé ce soir pour venir dire un peu ce qu'on doit faire. Vraiment, merci beaucoup. Peut-être qu'il faut préciser que le 5 août, c'est la finale du Tripso. Peut-être que ce n'est pas pour rien. Le 5 août, c'est l'indépendance du Burkina Faso. On espère qu'on va gagner une médaille avec Fabrice Zango. Oui. Et voilà, la médaille d'or. Oui, médaille d'or. Je pense que c'est avec ce souhait-là même qu'on va terminer ce JDS. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette heure-là. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.